Et voilà, le 56e festival de Davos ferme ses portes. Pardon, j'ai dit festival, je voulais dire forum. Merci de me l'avoir fait remarquer. Pour ma défense, c'est pas facile de faire la différence. Des participants prestigieux, des défilés de voitures de luxe, de grands discours, des applaudissements, des concerts, des récompenses. Franchement, on s'y croirait. Cette année, encore un succès. Le Forum économique mondial a fait le plein. Vous voulez des chiffres ? 3000 personnes venues de 130 pays, dont 400 hauts responsables politiques, 65 chefs d'État ou de gouvernement et 6 dirigeants du G7. On a pu compter aussi 1700 patrons d'entreprises, 850 PDG des plus grosses sociétés du monde, des représentants du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMC, de l'ONU, de l'OCDE, 400 journalistes et observateurs qui ont pu assister à plus de 200 sessions et ateliers répartis sur 5 jours. Pour diriger tout ça, un nouveau chef d'orchestre, Borge Brende, chargé d'organiser la grand-messe annuelle depuis le départ de Klaus Schwab. Pour celles et ceux qui ont raté l'événement, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous résumer. Des lunettes de biker de Macron aux frasques de Trump. Évidemment, je ferai le bilan des temps forts de la semaine, qui on a vu, qui a dit quoi, quelles idées ont été retenues. Le thème de cette édition 2026, un esprit de dialogue ou comment coopérer dans un monde conflictuel. Ah, tu l'as dit. Mais avant, nous sommes sur Davos Radar, soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler du cercle le plus fermé de la finance. Un cercle peuplé des plus grands investisseurs, où les millionnaires deviennent des milliardaires. Celui des plus grands fonds de private equity. Pour y entrer, avoir des millions à investir n'est plus suffisant. La clé est avant tout d'avoir de bons contacts. Et c'est là que notre partenaire Fundora entre en jeu. Fundora démocratise l'accès aux fonds de private equity les plus confidentiels pour tous. Accéder aux mêmes fonds que des investisseurs de renom, tels que Paul Graham, l'un des fondateurs de Y Combinator, l'incubateur de start-up légendaire derrière le succès d'Airbnb, Stripe et Coinbase. Avec une sélection triée sur le volet de 15 à 20 entreprises, vous garantissez une diversification optimale, qui est le point le plus crucial pour limiter les risques en private equity. Ne laissez pas passer la prochaine opportunité d'investir dans les meilleurs fonds mondiaux de private equity. Le lien est en description. Cette nouvelle édition, plutôt intense, nous a encore offert un casting éblouissant. Elle a attiré tout ce que la planète compte de décideurs, de dirigeants et d'influenceurs, tout ou presque, un véritable concentré de pouvoir politique, économique et symbolique réunis au même endroit, au même moment. Parmi les figures politiques de cette année, que des vedettes! Donald Trump, Emmanuel Macron, Javier Milei, Volodymyr Zelensky, Friedrich Merz, Pedro Sanchez, Mark Carney pour le Canada, Prabowo Subianto pour l'Indonésie et Guy Parmelin pour la Suisse. Notre président était là, lui aussi, derrière ses lunettes d'aviateur à verre bleu Henri Julien, modèle Pacifique 01. En tant que Young Global Leader à Davos, il est un peu comme à la maison. À leur côté, les stars du monde économique et technologique, les multinationales de la finance internationale, de l'énergie, de l'industrie, des figures de la nouvelle économie, des entreprises devenues incontournables dans les chaînes de valeur mondiales comme Jensen Huang pour Nvidia, Satya Nadella pour Microsoft, Demis Hassabis pour Google DeepMind. Les grands financiers ont aussi répondu présent. Jamie Dimon pour JP Morgan, Larry Fink pour BlackRock et de multinationales industrielles ou énergétiques. Un mélange très Davos entre économie traditionnelle et technologie de rupture. Ça, c'est pour le noyau dur. Autour gravite tout un écosystème que le forum aime mettre en avant. Des représentants de la société civile, du monde académique ou des organisations internationales, ONG, universités et think tanks. Et comme tous les ans, la culture a aussi droit de citer. Invité pour rappeler que le pouvoir ne s'exerce pas seulement par l'économie ou la politique. Ainsi, dans les allées ou sur scène, on a croisé l'artiste corporelle serbe Marina Abramovic, le prodige de la Nouvelle-Orléans John Baptiste, qu'on voit ici à l'Élysée, le violoncelliste Yo-Yo Ma, chanteur will.i.am, Lady Elba, épouse du comédien Idris Elba, mais aussi femme d'affaires canadienne, ou encore Hans-Ulrich Obrist, numéro 1 au classement des 100 personnalités les plus puissantes dans le domaine de l'art contemporain. Mais cette année, il manquait quelqu'un. Jusqu'à maintenant, le festival, le forum, était dirigé par son fondateur qui était parvenu à rassembler autour de lui tout ce que le secteur privé et le secteur public comptent comme personnalité de pouvoir. C'est ça l'idée de base du Forum économique mondial, un lieu d'échange entre personnalités influentes qui partagent le même amour du multilatéralisme, du libéralisme et qui sont partie prenante de l'économie ou stakeholder en anglais.
le comité de direction du forum et une grande part de ses visiteurs ont en commun un certain nombre de principes. Ce sont des globalistes, des partisans de l'abolition des frontières et de la mise en place d'une supragouvernance mondiale, des mots qui affolent les complotistes. Mais pas de complot ici, cette supragouvernance serait la seule à pouvoir maintenir la paix dans le monde. Quant à l'abolition des frontières, rien de mieux pour faire circuler les marchandises et les capitaux. Ces idées sont celles de Klaus Schwab, le professeur Klaus Schwab, le partisan d'un grand reset pour un monde dans lequel vous ne posséderez plus rien. Et vous serez heureux. L'homme de 87 ans a fondé et fait grandir Davos depuis 1971, mais il a dû démissionner l'année dernière après une série d'accusations graves, portées par un groupe anonyme d'employés. Une enquête du Wall Street Journal, menée en juin 2024, évoque une culture de travail toxique au sein du forum, avec des accusations de harcèlement qui remontent parfois aux années 1980 et des soupçons de pratiques financières douteuses qui impliquent non seulement Klaus, mais aussi, oh, que c'est vilain, Hilde, son épouse. Malgré ses dénégations et une plainte déposée pour diffamation, il a dû abandonner son organisation. Sa place est désormais occupée par une nouvelle tête, Borge Brende. C'est un ancien ministre norvégien et un ancien président de la Croix-Rouge, un profil conservateur mais diplomatique, rompu aux discussions internationales et à l'aise dans l'art du consensus. Il a déjà fait plusieurs allers-retours en tant que directeur exécutif du Forum depuis 2017, mais cette année, il était seul aux commandes. Entre le départ de Klaus et l'arrivée de Borge, l'intérim a été assuré d'abord par un homme beaucoup plus discret, Peter Brabeck-Letmas. Vous ne l'avez probablement jamais vu, sauf si vous avez travaillé chez Nestlé dans les années 2000. C'est l'ancien PDG. Pendant quelques mois, c'est à Larry Fink qui est revenu l'honneur d'assurer la régence du forum, le Larry Fink de BlackRock, le seul et l'unique qui restera coprésident, même après la nomination de Borge en tant que successeur officiel de Klaus. Et pour sa première en solo, il a assuré. Avec lui, le FEM restera un lieu d'échange neutre où des entreprises américaines viennent vendre, pardon, je suis très fatiguée, je voulais dire, où des entreprises américaines viennent partager leurs conseils et leurs bonnes pratiques avec les entreprises du reste du monde. C'est que, à la base, derrière ce bel habillage, un mot revient toujours, un mot magique qui ouvre toutes les portes. L'âme qui anime le forum, le business. Ce n'est pas un contre-pouvoir ni une ONG, c'est un énorme lobby constitué par les plus grosses entreprises du monde qui peuvent y exposer leurs intérêts en face à face avec ceux qui font les règles, des puissants qui échangent entre puissants, et toujours pour la même raison, faciliter le business. La réunion annuelle de Davos est le lieu idéal pour se faire entendre quand on a un message à faire passer. Mais avant de voir ce que les puissants avaient à dire cette année et pour tout comprendre des rouages de l'économie et de la finance, pensez à la newsletter Money Radar. Chaque mardi, on livre à nos 50 000 abonnés un récap des marchés, on vous y présente une action à potentiel et on vulgarise un thème qui impacte votre argent. C'est gratuit, je vous mets le lien en description. On a parlé de tout à Davos, des indices cosmiques jusqu'à comment être parent dans un monde anxiogène. Des sujets loin des échanges de pratiques commerciales, mais les conversations ont surtout tourné autour de plusieurs grands thèmes que des comment. Par exemple, comment bâtir la prospérité dans les limites planétaires. À part Elon Musk qui propose carrément d'aller au-delà de la planète, de construire ses data centers en orbite et de pousser jusqu'à Mars. Beaucoup d'échanges et rien de précis. La crainte générale, c'est que l'IA, l'électrification et les data centers vont faire exploser la demande en énergie et en matières premières stratégiques et qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. On comprend mieux l'appétit américain pour le Venezuela et le Groenland. Transition énergétique, équilibre entre croissance et climat, tout le monde est d'accord sur les objectifs, mais beaucoup moins sur la vitesse et le prix à payer. Autre thème, et sûrement le plus gros morceau, c'était comment coopérer dans un monde plus conflictuel. Davos a fermé ses portes et la réponse, on ne l'a toujours pas. C'est Donald Trump qui s'est chargé de le rappeler avec un discours qui a fait le tour des médias mercredi en début d'après-midi. Le plus gros businessman du monde, 1,90 m pour 110 kg, a fait le gros dos et directement menacé l'Europe et le Groenland, qu'il a confondu plusieurs fois avec l'Islande. Ce petit morceau de banquise, l'Europe le lui doit en dédommagement pour avoir trop profité de la bienveillance américaine pendant trop longtemps. Il a ensuite rappelé que les Européens devaient acheter plus américain, investir en Amérique et y vendre leurs médicaments moins chers. Et il a terminé en évoquant des représailles envers les gouvernements ou les entreprises qui contesteraient ces décisions, 25% de taxes en plus. Mais la journée s'est mieux terminée. Après s'être entendu en privé avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, à la surprise générale, Trump a tout annulé. Plus de taxes aux frontières et plus de menaces militaires sur le Groenland, avec un accord annoncé en fin de soirée, salué par les marchés dès le lendemain matin. Un accord bien mystérieux, personne ne sait exactement en quoi il va consister, ni les Danois ni les Groenlandais ne sont au courant, et de toute façon, ils n'étaient pas invités à la réunion. La veille, Emmanuel Macron avait parlé d'un monde devenu brutal, instable et dangereux. 3 adjectifs qui collent bien à la personnalité du président américain. Jeudi,
Donald Trump a transformé Davos en modèle réduit de l'ONU avec son Board of Peace, un sommet dans le sommet pour la paix en Ukraine et au Moyen-Orient. Il a fait déplacer un parterre de dirigeants, dont les présidents chinois et russes qui n'ont pas pu venir, les présidents du Pakistan, du Kosovo, d'Ouzbékistan, d'Indonésie, d'Argentine ou encore d'Azerbaïdjan. Mais le Board of Peace, pour sa première réunion, n'a obtenu aucun résultat et il faut bien le dire. Trump a fait son show, mais Davos ne se résume pas à ça. Dès mardi matin, le vice-premier ministre chinois He Lifeng a pris la parole avec des annonces plus réjouissantes. Quand la Chine vient parler affaires, elle met le paquet. Pékin a décidé de prioriser son marché intérieur et de soutenir sa demande domestique au potentiel gigantesque. À terme, il devrait y avoir moins de marchandises chinoises à prix cassé sur les marchés étrangers et plus d'1,4 milliard de Chinois qui ne demandent qu'à consommer. He a aussi promis une prochaine ouverture des frontières en réponse aux critiques de la Commission européenne à l'automne dernier et elle invite tous les pays qu'il souhaite à venir en profiter. Pour Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, l'ambiance était moins rose. Le couple vedette de l'Union européenne a évoqué le risque de briser les alliances avec les États-Unis et regrette que sans règles communes et sans respect entre nations, il n'y ait plus que la loi du plus fort. Tous les deux sont d'accord pour coopérer, mais ils protégeront avant tout les intérêts économiques, industriels et sécuritaires de l'Union, même si ni l'un ni l'autre n'a dit comment ils comptaient s'y prendre. Toujours dans le même thème, et pour illustrer les conflits du monde, Davos a accueilli mercredi le Premier ministre de l'autorité palestinienne. Mohammad Mustafa est venu demander le soutien de la communauté internationale pour la solution à 2 États, la seule qui mène à la paix, et pour alerter sur les risques d'effondrement économique et humanitaire de son pays. Le lendemain, le président israélien Isaac Herzog est intervenu lui aussi. Il a appelé au dialogue avec le Qatar et l'Arabie Saoudite pour stabiliser la région, mais il est surtout venu, comme prévu, pour promouvoir les savoir-faire locaux. À Davos, le business d'abord. On a pu écouter les cerveaux les plus brillants de la planète nous faire part de leur vision du monde et de leurs solutions pour débloquer de nouvelles sources de croissance. C'est aussi un thème de cette édition 2026. Et là, l'ambiance change encore. On parle compétitivité, productivité et rendement. Pour relancer la croissance, Emmanuel Macron a insisté sur l'urgence pour l'Europe d'investir massivement dans les technologies clés, l'IA, le quantique et le spatial. Ah, quelle bonne idée! Personne n'y avait pensé. À ce sujet, Ursula a présenté mardi matin le fonds Scale Up Europe, un fonds public-privé destiné à financer les scale-ups européennes en IA, biotech et semi-conducteurs, opérationnels dès le printemps 2026. Une scale-up est une entreprise innovante, souvent issue d'une start-up qui a validé son modèle économique et connaît une croissance d'au moins 20% par an sur 3 ans. Le fonds est doté de 5 milliards d'euros, dont 1 milliard de fonds publics. C'est à peine 1% des investissements annuels de Google, mais on salue l'effort. Côté techno, malgré la présence des leaders mondiaux, aucune avancée majeure n'a été annoncée. Jensen Huang pour Nvidia a défendu le rôle stratégique de ses puces en rappelant que l'intelligence artificielle n'était pas qu'un concept numérique, mais une réalité bien physique qui se manifeste chaque fois qu'un nouveau data center est construit. Chez Microsoft, Satya Nadella a appelé à une IA utile et s'inquiète d'un déploiement équitable, surtout dans les pays du Sud global. Demis Hassabis de Google DeepMind estime qu'en dépit des apparences, l'IA devrait permettre de créer plus d'emplois. Il a aussi annoncé qu'il manquait encore quelques ingrédients à l'AGI, l'IA générale. Patience, elle n'arrivera pas avant 5 à 10 ans. Cette AGI, chez Anthropic, elle fait peur. On parle de l'ouverture d'une période très perturbante pour l'ensemble de l'humanité. Dario Amodei a rappelé les risques de perte de contrôle humain. Toute la question est de savoir si les systèmes d'IA peuvent construire la génération suivante d'IA seuls et créer une boucle exponentielle. Hassabis, lui, s'interroge sur la capacité de cette boucle à se fermer sans intervention humaine, ce qui pourrait accélérer brutalement le développement, mais présente des risques majeurs. Il a conseillé aux étudiants actuels de devenir incroyablement compétents avec ces outils dès maintenant et a indiqué que le succès de l'humanité dépendra de sa capacité à traverser son adolescence technologique sans se détruire. Pour Elon Musk, intervenu en fin de journée jeudi, l'AGI arrivera bien plus tôt, dès l'année prochaine. Son Grok a beau être arrivé tardivement, il est dans la course et il met la pression aux spécialistes historiques. Quant à son autre bébé, SpaceX, c'est tout simplement l'entreprise la plus prospère de l'histoire de l'économie, valorisée entre 1000 et 1500 milliards de dollars. Elle va d'ailleurs prochainement faire son entrée à Wall Street, la plus grosse IPO de l'histoire de l'économie, un événement qu'on va suivre de près sur Money Radar. Pour ne pas rater ça, abonnez-vous à la chaîne. Elon cultive une certaine hostilité envers le forum de Davos, il préfère jouer tout seul dans son coin, et ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Cette année, il était aussi attendu que Trump et il a accepté de répondre aux questions de Larry Fink, super sympa. That's better. Thank you. Yeah, we're gonna make this interesting. How many quotes are you going to want that are going to be after this session? I don't know. I mean, 5. Okay.
Oui, Elon Musk croit possible d'inverser le processus de vieillissement. Il annonce les robots domestiques pour la fin 2027 et il a aussi la solution au problème de l'énergie qui limite le développement de l'IA et donc l'ouverture d'une ère d'abondance pour l'humanité. Sa solution ? Des panneaux solaires et des batteries. Un carré de 160 km de côté recouvert de panneaux solaires pourrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter tout le territoire américain, un peu moins en Europe. Autre ambition, d'ici 10 ans, SpaceX aura réduit le coût des lancements par 100 et les data centers pourront fonctionner dans l'espace, là où le soleil brille tout le temps pour les alimenter et où les zones d'ombre sont glaciales pour les refroidir. Malgré ses encouragements à acheter du matériel chinois, il a invité le public à rester optimiste et il a eu droit à une standing ovation. De quoi boucler cette nouvelle édition du forum sur une note positive. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous inscrire sur Fundora pour investir dans les meilleurs fonds mondiaux de private equity. Cliquez sur le lien en description pour vous inscrire dès aujourd'hui.